Alors, séance du 9 mars 2021, donc deuxième partie, je traitais des constellations. C'est le point 4.2.2.2. Alors, les constellations sont ce que j'ai appelé des astérismes. Astère en latin signifie étoile. Des astérismes, c'est-à-dire des groupements d'étoiles que les humains ont pris, et probablement extrêmement tôt, l'habitude de regrouper donc en repérant les étoiles les plus remarquables, c'est-à-dire les plus brillantes, ou celles qui étaient réciproquement les unes par rapport aux autres disposées selon des configurations géométriques un peu particulières et donc plus faciles à remarquer. Ils ont vu dans ces configurations des figures rappelant des êtres réels de leur environnement naturel ou humain, ou de ces êtres fictifs qui appartiennent à l'univers de la mythologie. Plus communément, donc, qu'astérisme, on parle de constellation. Tout le monde connaît au moins l'existence des constellations, mais je crois qu'il n'y a pas tellement de gens qui sont capables d'en repérer plus qu'une demi-douzaine, et même pour la plupart, je pense que ça se limite à une seule, qui est la Grande Ourse, qui a cet avantage de présenter une forme extrêmement caractéristique, d'une part, et d'autre part, d'appartenir à ces constellations, à cette collection de constellations. C'est une élite assez fermée, qui ne sortent jamais du ciel, qu'on peut toujours voir la nuit, dès que la nuit est claire, sous nos latitudes. Je reparlerai de cette propriété particulière des constellations qui sont toujours visibles. Alors, cette constellation de la Grande Ourse, c'est une représentation qu'on retrouve dans plusieurs zones géographiques. Et c'est d'ailleurs de là que vient un terme que nous connaissons bien, qui fait partie de la géographie assez familière, qui est le mot arctique. Car l'Arctique, c'est-à-dire la zone située dans le Grand Nord, eh bien, ça vient de arctus, qui signifie, en latin, ça vient originellement du grec, qui signifie ours. Et comme ces étoiles brillantes de la constellation de la Grande Ourse sont au nombre de 7, c'est ce qui a donné aussi le mot septentrion. Les régions septentrionales sont les régions situées au nord. Or, la Grande Ourse est une constellation qui indique toujours approximativement, pas toujours très précisément, mais qui indique approximativement le nord. Elle l'indique précisément quand elle est au plus bas sur l'horizon ou au contraire au plus haut, plus éloigné de l'horizon. Alors ce n'est pas partout une ours, puisque une légende arabe y voit par exemple un cercueil, le cercueil d'un père, suivi par 3 filles éplorées. En Chine, c'est la louche du Nord. Certains chez nous d'ailleurs y voient une casserole. Et aux États-Unis, on ne sort pas de la cuisine puisque c'est the Big Dipper, la grosse cuillère. Alors, évidemment, il est assez difficile de savoir jusqu'à quel point ceux qui voyaient ces constellations et qui les ont nommées, qui les ont identifiées, il est assez difficile de savoir jusqu'à quel point ils y percevaient effectivement les êtres réels ou fictifs qui leur ont donné le nom qu'elles ont désormais. Bien sûr, aussi bien les agriculteurs, les éleveurs que les voyageurs, les navigateurs ont fait un grand usage de ces constellations qui leur indiquaient soit une direction géographique, soit également, en fonction de leur position dans le ciel nocturne, qui pouvaient leur indiquer l'heure. Alors c'est assez difficile, mais une chose est certaine, c'est que ces constellations ont dû tenir dans la vie quotidienne et dans la culture en général, dans l'imaginaire et dans la pratique des humains, une place suffisamment importante pour susciter la naissance et la perpétuation sur une durée extraordinairement longue du discours et de la pratique de ce qui s'appelle l'astrologie. Alors, j'aurai l'occasion plus tard de reparler de l'astrologie, plus précisément pour lui régler son compte définitivement,
car c'est une superstition qui, contrairement à pas mal de croyances humaines, ne possède aucun fond de vérité, aucun. Beaucoup des croyances et même des superstitions humaines eh bien, ont une part de vérité. Par exemple, ce n'est sans doute pas tout à fait pour rien qu'on considère que ça porte malheur de passer sous une échelle. Bon, on voit bien ce qui peut arriver quand on passe sur une échelle, surtout s'il s'y trouve perché un artisan avec ses outils ou son pot de peinture. Mais dans l'astrologie, il n'y a alors aucun fondement de vérité, sauf peut-être cette idée, mais enfin ça ne fait pas quand même bien lourd, que il ne revient peut-être pas au même d'être né par exemple au mois de mars et d'avoir passé les premières semaines de sa vie, les premiers mois, allongé dans un berceau sous les feuilles des arbres et le ciel bleu, à entendre murmurer et gazouiller les oiseaux, ou d'être né à la fin de l'automne et d'avoir passé les premières semaines ou les premiers mois de sa vie au coin du feu. Donc de ce point de vue-là, je veux bien qu'en effet, la date de naissance puisse avoir une certaine influence sur le tempérament, sur la constitution, et même sur les pensées, sur les idées. Mais pour ce qui concerne l'astrologie, et j'entrerai dans les détails un peu plus tard, on verra qu'évidemment, rien de tout cela ne peut nous intéresser. Il faut quand même, alors disons-le tout de suite, puisque ça concerne justement l'astrologie, mais ça ne concerne pas que l'astrologie, ça concerne aussi l'astronomie, disons tout de suite que les dessins que forment dans le ciel ces fameuses constellations, eh bien ces dessins, et notamment les dessins que forment ces constellations qui constituent les signes, les 12 signes du zodiaque, eh bien, ne correspondent, ces dessins, à strictement aucune réalité objective. C'est-à-dire alors rien ne mérite mieux que les constellations, cette sentence, ce verdict, ces trucs-là n'existent tout simplement pas. Ou du moins, s'ils existent, ce sont comme des apparences, de purs dessins géométriques dans le ciel. Imaginez par exemple que vous vous trouvez la nuit dehors et que vous voyez à 1 kilomètre un phare de marine. À 100 mètres, un peu décalé par rapport à ce phare, vous voyez un réverbère, la lumière d'un réverbère. Et alors à 1 mètre ou à quelques mètres, vous voyez une bougie, la flamme d'une bougie. Ces trois points lumineux forment un triangle. Vous pouvez donner à ce triangle le nom qui vous plaira. Mais ce triangle n'en acquérera pas parce que vous y aurez vu une figure représentant ceci ou cela, parce que vous lui aurez donné un nom, ce triangle n'en acquérera pas la moindre réalité. La réalité des constellations, l'identité des constellations se résume exactement à ce que je viens de vous expliquer par cet exemple. Les étoiles constitutives de la Grande Ourse sont, par exemple, situées à des distances considérablement différentes les unes des autres. C'est-à-dire que leur association est purement optique. Les étoiles d'une constellation, même lorsqu'elles sont proches les unes des autres, par exemple les étoiles de la Croix du Sud, qu'on ne voit pas chez nous, qu'on ne voit que dans l'hémisphère sud, et encore il faut descendre assez bas, les étoiles de la Croix du Sud ont beau être dans le ciel proches les unes des autres, elles n'entretiennent par exemple aucune relation du type de l'influence physique les unes par rapport aux autres, aucune. Alors il importe de savoir tout ça, et je pense que dès lors qu'on sait cela, on ne peut plus, il y a mille autres raisons de tenir l'astrologie pour une superstition sans fondement, mais celle-ci seule suffit à ruiner complètement le crédit qu'on peut accorder à l'astrologie. Alors, un des arguments des astrologues, c'est que les astronomes se servent aussi des constellations. Et en effet, dans les livres d'astronomie, vous voyez figurer des noms de Grande Ourse, Petite Ourse, Dragon. Vous voyez, il est question d'Orion, des Gémeaux, du Scorpion, etc. Oui, pourquoi? Parce que les astronomes ont divisé effectivement la surface de la voûte céleste en secteurs, en zones qui correspondent aux constellations. Mais ces zones, si vous consultez par exemple même un vulgaire manuel d'astronomie, même un guide de découverte des étoiles pour le petit astronome amateur qui contemple le ciel pour la première fois, vous apercevrez que les limites de ces constellations, les limites géographiques de ces constellations, ressemblent beaucoup à celles des États américains, par exemple. Elles sont parfaitement rectilignes, elles dessinent la plupart du temps des angles droits,
peut-être même seulement les angles droits, mais là je m'avance peut-être beaucoup. Elles sont dessinées, ces formes des constellations, à partir de lignes complètement droites. Elles forment des angles droits, c'est-à-dire qu'elles sont dessinées arbitrairement. À quoi servent ces constellations aux astronomes scientifiques? Elles leur servent à baliser le ciel, elles leur servent à le cartographier, et par exemple, tel astronome dira que telle planète se trouve actuellement dans la constellation du Scorpion, ce qui veut dire que c'est dans cette zone déterminée vaguement par le contour de la constellation du Scorpion, qui, soit dit en passant, d'ailleurs, est une des plus belles constellations du ciel. On la voit assez bien le matin en ce moment, en hiver. On la voit à la fin de l'hiver, le matin, assez nettement, à l'horizon sud-ouest, et c'est une très belle constellation. Eh bien, il arrive que telle planète passe dans la constellation du Scorpion, comme elle peut passer dans la constellation du Cancer ou dans la constellation du Capricorne. Et dans ce cas-là, l'astronome se servira de la constellation pour dire que telle planète ou telle comète, par exemple, est en train, là, présentement, de s'y trouver. Donc, il y a bien une utilité des constellations dans l'astronomie scientifique. Exactement, si vous voulez, mais exactement de la même manière que les paléontologues, les géologues ou les entomologistes, ceux qui étudient les insectes, donc ceux qui étudient les roches, les fossiles, ou les insectes, ou les ornithologues qui étudient les oiseaux, vont se servir des départements. Un département comme la Drôme, le Gers ou la Haute-Saône n'a strictement aucune identité géologique, ni entomologique, ni ornithologique. Mais l'ornithologue va servir, par exemple, de cette entité administrative qui est le département des Pyrénées-Atlantiques pour dire que les ballons sont en train de le traverser, ou pour dire, par exemple, que telle espèce d'oiseau en a disparu. Mais un département n'est pas une entité pertinente pour la science ornithologique. Alors, je termine pour l'instant provisoirement cette parenthèse à propos de l'astrologie, et j'ajouterais qu'il faut quand même connaître les constellations. Il faut les connaître parce que si vous, pour plusieurs raisons, bon, je dirais d'abord une raison circonstancielle et un petit peu, je dirais, un petit peu futile et un petit peu vaine, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui les connaissent. L'ignorance astronomique est à un point tel aujourd'hui en France que dès que vous vous trouvez par une belle nuit avec quelques personnes autour de vous et que vous êtes capable de leur montrer 4, 5, 6, une demi-douzaine de constellations, vous passez pour un grand savant. Si en plus vous êtes fichu de leur nommer une petite douzaine d'étoiles par leur nom. Par exemple, bon, il se trouve que je n'ai jamais oublié les noms, ce sont des noms arabes hein, pour la quasi-totalité. Je n'ai jamais oublié, parce que je les ai appris étant adolescent, parce que ça m'amusait d'en connaître quelques centaines, j'ai jamais oublié par exemple le nom des 7 étoiles de la Grande Ourse. Si vous êtes capable de repérer et de nommer, par exemple dans le ciel d'été, ces 3 étoiles qu'on voit très bien, Alpha de la Lyre, Vega, Alpha du signe d'Éneb ou Alpha de l'aigle Altaïr, eh bien, je répète, vous passerez pour une personne suprêmement cultivée. Si en plus, vous êtes capable de leur montrer 2 ou 3 nébuleuses, la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède ou quelques autres amas d'étoiles, alors on vous regardera comme un astronome de haute volée. Je certifie l'efficacité et l'intérêt de la connaissance du ciel nocturne, par exemple, pour entreprendre des soirées en galante compagnie avec quelques espérances. Choisissez une nuit un peu fraîche, ça facilite les rapprochements, et montrer les étoiles. C'est ce que fait, par exemple, dans un livre qu'il faut absolument lire, que j'avais signalé au début de ce cours, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, dans lequel Fontenelle se promène dans un jardin, il ne faut pas qu'il y ait trop d'arbres, hein, sinon on ne voit plus les étoiles, se promène dans un jardin avec une marquise. Alors, ce thème-là ce thème de la conversation galante court comme une espèce de basse continue tout au long du dialogue, c'est charmant, mais attention, ce n'est pas simplement du marivaudage. En lisant les entretiens sur la pluralité des mondes, d'abord vous apprendrez un peu d'astronomie, et puis vous réfléchirez surtout sur ce que signifie l'astronomie,
dans la culture d'un homme qui se trouve, Fontenelle il a vécu 100 ans, hein, et se trouve à la frontière, si vous voulez, à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est un homme des Lumières, mais il y a quand même qui a sérieusement un pied dans le XVIIe siècle, et ce n'est pas pour rien que c'est avec une aristocrate qui discute d'astronomie. Voilà, donc pour cette première raison, que ça vous permet de briller à peu de frais en société, je vous dirais, apprenez les constellations et vous en tirerez toujours quelques profits. Mais vous en tirerez aussi un profit non directement scientifique, si vous voulez. Mais vous en tirerez un profit quand même si vous vous intéressez à l'astronomie. Parce que dès que vous entrerez, ne serait-ce que dans un guide, comme je disais, un guide de présentation du ciel étoilé, il sera question des constellations, et donc vous serez invité à vous tourner vers telle ou telle constellation pour observer tel ou tel objet céleste particulièrement intéressant. Alors, ces constellations, vous les trouverez par exemple systématiquement figurées, représentées sur les cartes célestes, et notamment sur ces cartes célestes tournantes, à l'aide desquelles alors, un dispositif qui tourne, un dispositif rotatif, permet de matérialiser exactement l'étendue du ciel nocturne visible à telle date et à telle heure. Vous faites tourner sur la carte céleste, qui elle est fixe en arrière-fond, un disque transparent. Sur la circonférence de ce disque sont tracées des dates et des heures. Vous faites coïncider les dates et les heures avec la date et l'heure à laquelle vous observez, et la carte céleste vous donne la configuration exacte du ciel que vous pouvez observer à cette date et à cette heure. Évidemment, cela ne convient que pour une carte céleste, ne convient que pour, disons, une région donnée. Ça ne change pas selon qu'on se déplace, je l'avais dit, en longitude, c'est-à-dire qu'une carte céleste qui est valable en France, elle est tout à fait valable aux États-Unis ou en Chine, à condition que vous ne changiez pas trop de latitude. Alors, il existe aussi, vous le savez, peut-être, au moins pour certains d'entre vous qui s'intéressent un peu au ciel nocturne, il existe des logiciels que vous pouvez télécharger, des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable, de telle sorte que, en dirigeant votre téléphone portable vers telle ou telle région du ciel, vous allez voir s'afficher sur l'écran du portable le nom des constellations. Alors ça peut servir, je ne dis pas que c'est totalement inutile, et vous pouvez vous en servir au moins au tout début, ne serait-ce que à titre de confirmation, quand vous avez identifié telle constellation à l'aide de votre carte céleste, vous pouvez vous servir du logiciel téléchargé sur le téléphone portable, de l'application, pour vous entendre confirmer, ou plutôt voir confirmer que c'est bien en effet telle constellation que vous avez repérée. Mais de toute façon, il y a des constellations que vous ne pouvez pas louper. Il est peut-être un peu difficile quelquefois d'apercevoir des constellations d'abord de petite taille, comme la Flèche, qu'on voit très bien dans le ciel d'été, ou comme le Dauphin, par exemple, qui n'est pas très éloigné de la Flèche, ou des constellations au contraire de grande taille qui s'étendent sur une grande partie du ciel, comme par exemple la constellation du Serpent ou celle du Dragon. La constellation du Dragon est une constellation assez grande qui en plus est tortueuse et donc voisine avec d'autres constellations dont il est un peu difficile quelquefois de la distinguer pour l'isoler. Alors le logiciel, l'application du téléphone portable peut vous servir à ça. Mais elle a un très gros inconvénient, qui est l'inconvénient du GPS. Alors GPS, chose très utile, hein. Moi j'en ai un sur ma voiture, j'en suis bien content. Et je dois dire que quand je me déplace dans les rues d'une grande ville, c'est devenu quasiment irremplaçable. Mais en revanche, je trouve que le GPS ne remplace pas une carte. D'abord parce que, au moins lorsque je suis passager dans une voiture, j'aime bien un peu savoir où je suis et suivre le déplacement de la voiture sur la carte. Bon, j'aime bien les cartes. D'abord, j'adore les cartes célestes, routières ou pédestres, les cartes TGL au 25 millième. Vous pouvez m'isoler pendant toute une journée dans un endroit fermé où je n'ai à ma disposition rien d'autre qu'une carte au 25 millième par exemple, de n'importe quelle région, je ne m'ennuierai jamais. Et c'est vrai aussi d'ailleurs même d'une carte routière française. Ça me sert, je dirais, de divertissement instructif à bon compte et à peu de frais.
Et alors, en outre, la carte céleste, elle a un avantage sur le GPS, c'est qu'elle ne vous rendra pas idiot. Le GPS est un truc qui tend à rendre les gens stupides. C'est extrêmement utile, c'est une très belle invention, c'est une invention des militaires, qui, comme beaucoup d'inventions des militaires, sont utiles et qu'il est intéressant d'employer. Mais enfin, ça a tendance à rendre les gens stupides. Moi, j'ai croisé dans les Pyrénées, en marchant, des gens qui faisaient une randonnée d'une semaine, téléphone portable en main, et qui ne savaient pas s'ils marchaient depuis 3, 4, 5 jours en direction de la Méditerranée ou en direction de l'Atlantique. Ils ne le savaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, par exemple, que Gavarnie est plus à l'est que le Vignemale, qui est lui-même plus à l'est que le Balaïtous, qui est plus à l'est que le Pic du Midi-Losson. Ils n'en avaient aucune idée. Simplement, ils allaient de Gavarnie au Vignemale, au Balaïtous, à Losso. Ils en connaissaient les profils parce qu'ils avaient toutes les photos sur le portable. Ils savaient comment aller d'un endroit à l'autre. Ils ne se trompaient pas. Et évidemment, ça leur rendait service. Mais ils étaient devenus, je dirais, handicapés au point de vue de l'orientation et stupides géographiquement. Donc la stupidité géographique, ça existe. Et la stupidité, je dirais, stellaire, ça existe aussi. Si vous n'avez que le logiciel téléchargé pour identifier les constellations, vous n'apprendrez jamais rien en astronomie. Servez-vous de la carte céleste et pour cela, d'ailleurs, faites attention, munissez-vous d'une lampe frontale du type de celle dont se servent les montagnards, les alpinistes, et qui comporte en particulier, si possible, un éclairage rouge. Sur presque toutes les frontales un peu perfectionnées, maintenant vous avez une lumière rouge. Parce que quand vous braquez la lumière blanche, surtout avec ces LED actuels qui sont extrêmement lumineuses, si vous braquez ça sur votre carte céleste, il vous faudra 10 minutes ensuite pour vous réaccoutumer à l'obscurité. Donc utilisez la carte céleste, utilisez l'éclairage rouge. Voilà. Alors, outre l'intérêt qu'il y a à briller en société grâce à la connaissance des étoiles et des constellations, vous aurez un bénéfice tout à fait réel à la connaissance de la géographie, de la cartographie, de la topographie céleste. Et vous y prendrez, vous vous apercevrez, un plaisir tout à fait certain. Bon, évidemment, dans la saison que nous traversons, il vaut mieux la nuit se couvrir un petit peu, encore qu'il ne fasse pas ce jour-ci extrêmement froid. Il vaut mieux se couvrir un peu. Et quand vous aurez bien enfilé la doudoune, que vous aurez enfoncé le bonnet jusqu'aux oreilles, eh bien, vous pourrez vous délecter du spectacle du ciel nocturne. Alors, maintenant, intéressons-nous, ce sera le point 4.2.2.3, intéressons-nous non plus seulement aux étoiles et à leur configuration respective, intéressons-nous à leur mouvement. Alors, je l'ai dit, les étoiles sont rigoureusement, au moins à l'échelle des temps de l'histoire humaine, les étoiles sont rigoureusement, strictement fixes les unes par rapport aux autres. Elles n'en ont pas moins un mouvement bien visible, mais un mouvement qui a le mérite d'être extrêmement simple. Il a beau être simple, si vous interrogez le premier venu et que vous lui demandez ce qu'il voit lorsque, allongé par terre par une belle nuit d'été, quand il fait suffisamment doux pour cela, lorsque, allongé par terre, il lève les yeux vers le ciel, demandez-lui ce qu'il voit. Il n'y a pas une personne sur 10 qui est capable de vous répondre. Il n'y a pas une personne sur 10 qui est capable de vous dire si c'est immobile, si ça tourne, dans quel sens, autour de quoi. Alors, bon, allons à l'essentiel et aux mouvements les plus élémentaires. Les étoiles ont un mouvement de rotation. Si, comme je viens de le dire, vous vous allongez sur le sol et que vous regardez le ciel, vous verrez les étoiles tourner autour d'un axe central. C'est ce qu'on voit très bien, et aller sur Internet voir des clichés du ciel nocturne pris en pause suffisamment longue. C'est ce qu'on voit très bien sur des clichés de ce type, où l'on peut voir les cercles, ou les arcs de cercle plutôt, dessinés par les étoiles, décrivant ce mouvement circulaire autour d'un axe
central unique pour toutes les étoiles. Toutes les étoiles tournent autour du même point dans le ciel. Alors, ces étoiles tournent à une vitesse qui est exactement la même que celle à laquelle se déplace, enfin presque exactement la même que celle à laquelle se déplacent le Soleil et la Lune dans le ciel. Il faut savoir que si vous observez le ciel par une nuit, alors cette fois-ci de pleine lune, ou même si la lune n'est pas pleine et que vous avez un quartier ou un croissant, ça suffit, vous allez voir la lune se déplacer. Vous allez voir d'une heure à l'autre la lune se déplacer dans le paysage. Et par exemple, si la lune était à 21h15 au-dessus de tel clocher, elle s'en sera nettement, sensiblement éloignée si vous la regardez à 22h15, 23h15, 2 heures après. Ce mouvement que je viens d'évoquer n'a strictement rien à voir avec le fait que la Lune tourne autour de la Terre. Ça n'a rien à voir avec ça. Disons-le tout de suite. Je transgresse ici un peu une règle que je m'étais fixée de ne parler que des apparences et de me contenter de décrire les apparences telles qu'on les voit. Ce qu'on voit, l'apparence qui se manifeste, le phénomène, c'est que la Lune est passée en une heure du sommet de ce clocher à, par exemple, la verticale de tel ou tel arbre ou de telle montagne. Je dis simplement tout de suite, afin de prévenir une erreur, que je ferai à nouveau une ou deux exceptions ultérieurement dans la description des apparences pour liquider tout de suite, pour régler leur compte à quelques erreurs. Mais il faut savoir donc que ce déplacement apparent de la Lune n'a rien à voir avec la rotation de la Lune autour de la Terre. Mais je reviendrai sur la Lune un petit peu plus tard. Donc, tous les astres dans le ciel se déplacent autour d'un axe central. C'est vrai du Soleil dans la journée, c'est vrai de la Lune, le jour comme la nuit, et c'est vrai des étoiles. Alors, nous avons une chance dans l'hémisphère nord, nous, c'est que cet axe central autour duquel se déplacent circulairement, en décrivant des cercles quasi parfaits, les étoiles, cet axe central, eh bien, il est précisément occupé chez nous par une étoile, presque précisément. Parce qu'en vérité, dans le prolongement exact de cet axe, disons, à l'emplacement de cet axe exact autour duquel tournent toutes les étoiles, il n'y a pas d'étoile. Mais il y en a une assez grosse et très très proche, puisqu'elle est située à un peu moins d'1 degré de cet axe central, c'est l'étoile dite polaire. C'est l'étoile dite polaire. Vous savez sans doute pourquoi elle s'appelle polaire, mais comme ce nom de polaire ne se peut comprendre qu'à partir du moment où on a dépassé les apparences, mais où on entre dans l'explication, je m'abstiens pour l'instant d'expliquer ce mot de polaire. L'étoile polaire, qui est aussi alpha de la petite ours, alpha de la petite ours que vous trouvez dans le ciel très aisément en prolongeant 5 fois, je crois, les roues arrière du chariot de la grande ours. Vous trouverez indiqué cette manière d'identifier l'étoile polaire si vous ne savez pas déjà le faire, ce qui serait quand même étonnant parce que ça, c'est quelque chose, l'étoile polaire, qu'à peu près tout le monde sait retrouver dans le ciel, quoique certainement de moins en moins, en raison du fait que, je l'avais dit, le ciel nocturne est de plus en plus difficilement accessible à la plupart d'entre nous qui sommes de plus en plus des urbains. Donc, cette étoile polaire, elle coïncide presque exactement avec le centre de rotation de toutes les autres étoiles dans le ciel. Elle est assez brillante, ce qui permet de l'identifier assez vite. C'est alpha. Alpha, c'est la lettre grecque A, c'est le A, c'est la lettre de l'alphabet grec qui correspond en général, presque toujours, d'ailleurs toujours, qui correspond à l'étoile la plus brillante d'une constellation. Alpha du Scorpion, c'est Antares. Alpha, par exemple, du Taureau, c'est Aldébaran. Alpha du Lion, c'est Régulus. C'est toujours l'étoile la plus brillante. On classe les étoiles par magnitude, c'est-à-dire par, si vous voulez, intensité de l'éclat. Alors, l'étoile d'ailleurs, l'étoile la plus brillante du ciel, elle est très visible chez nous en hiver,
et on la voit assez bien par les nuits actuelles, c'est Sirius qui est alpha de la constellation du Grand Chien. Grand Chien, Canis, d'où vient le mot, mais alors là, par une pirouette astronomique, bon, que je n'explique pas ici, mais d'où vient le mot canicule. Canis, le chien. Vous savez que je veux dire canin, qui est relatif au chien. Eh bien, canin, canicule, c'est la même origine et c'est la constellation du grand chien, parce qu'il y a aussi un petit chien. Il y a le grand chien est une très belle constellation dans le ciel d'hiver. Le petit chien est une constellation, elle, beaucoup moins remarquable, mais qui comporte une étoile assez brillante, alpha du petit chien, qui s'appelle Procyon. Voilà. Alors, dans l'hémisphère sud, ils n'ont pas la même chance que nous, parce que dans l'hémisphère sud, aucune étoile, ne correspond à ce centre de rotation autour duquel se déplacent circulairement toutes les étoiles qu'ils peuvent contempler. Il y a une petite constellation, très jolie d'ailleurs, très jolie, mais qui ne coïncide pas exactement avec ce centre de rotation, qui est la Croix du Sud. Elle est proche de ce centre, mais elle ne peut pas jouer exactement le rôle de notre étoile polaire. Elle est un peu décalée. Alors, les étoiles, donc, effectuent une rotation complète autour de ce centre, qu'on va appeler le pôle céleste, en 23 heures et 56 minutes. 23 heures 56 minutes. La vitesse de cette rotation est environ de 15 degrés par heure. 15 degrés, c'est donc une portion de la voûte céleste dont le tour complet fait un angle de 360 degrés. Certaines étoiles, alors ce centre, cette étoile polaire, alpha de la petite ours, ce centre de rotation de toutes les étoiles dans le ciel nocturne, il est situé à 45 degrés de latitude dans le ciel nocturne. C'est-à-dire qu'il est exactement à mi-distance de l'horizon et de la verticale de l'observateur. Chez nous, ici, en France. Évidemment, cet angle varie selon que vous vous trouvez au nord ou au sud de la France. Il ne varie pas selon que vous vous déplacez d'est en ouest, mais il varie du nord au sud. Disons que dans les latitudes moyennes françaises, le centre de rotation de toutes les étoiles se trouve à peu près à 45 degrés de l'horizon et 45 degrés du point situé exactement à la verticale de l'observateur qu'on appelle, vous le savez, le zénith. J'en profite pour vous apprendre, si vous ne le connaissez pas, le nom. Ça fait une jolie question pour le jeu des 1000 €. Vous avez des chances que ce soit une question banco ou super banco. Quel est le nom du point qui est situé exactement à l'opposition du zénith? C'est-à-dire, imaginez que vous regardez au-dessus de vous, vous voyez ce point qui est situé à la verticale, s'appelle le zénith, vous repassez par vous, vous traversez le centre de la Terre, vous sortez de l'autre côté et vous regardez au point opposé. Ce point s'appelle le nadir. Nadir. Tout ça, ce sont des mots qui viennent de l'arabe. Alors, cet axe de rotation est situé à 45 degrés de latitude dans le ciel nocturne. Puisqu'évidemment, on peut mesurer des latitudes et des longitudes dans le ciel comme on en mesure sur la Terre. C'est évident. Eh bien, il est facile de comprendre que si toutes les étoiles tournent autour de ce point situé à mi-distance de l'horizon et de la verticale de l'observateur, toutes les étoiles qui sont suffisamment proches de cet axe central pour ne pas descendre en dessous de l'horizon en tournant autour de cet axe resteront constamment visibles dans le ciel nocturne. Elles seront très proches de l'horizon, elles en seront très éloignées, très haut dans le ciel, elles seront à droite, elles seront à gauche, mais elles seront toujours visibles. Ces étoiles qui se trouvent à proximité du pôle céleste, de l'étoile alpha de la petite ours, étoile polaire, ces étoiles sont appelées circumpolaires, ce qui veut dire proches du pôle. Ce sont des étoiles circumpolaires et les constellations
qui sont constituées par ces étoiles sont les constellations circumpolaires. La Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Céphée, le Dragon sont des constellations circumpolaires. Alors, la seule fantaisie que se permettent les étoiles dans leur parcours circulaire autour de cet axe, c'est de se lever chaque nuit un peu moins de 4 minutes plus tôt que la nuit précédente. Voilà. Vous allez retrouver les étoiles que vous aviez vues la nuit précédente lors de la nuit suivante, à peu près, enfin tout à fait au même endroit, mais à condition de regarder un peu 4 minutes un peu plus tôt. Voilà, c'est tout. Sinon, elles décrivent toutes le même mouvement. Alors, maintenant que nous savons comment se présentent les configurations stellaires des étoiles, maintenant que nous savons quelle figure présente le mouvement des étoiles, il faut nous intéresser au mouvement des planètes. Et nous passons donc au point 4.2.3. 4.2.3, que j'intitule bêtement « Le mouvement des planètes ». Alors, planète, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie, enfin qui vient du grec par l'intermédiaire du latin, et qui signifie astre errant. Une planète, c'est un astre errant. Un astre errant, ça ne veut pas dire que c'est un astre qui se balade n'importe comment de façon imprévisible dans le ciel. Ce n'est pas une errance au sens de l'errance du personnage romantique, du Wanderer. Non, c'est une errance réglée. Et enfin, c'est une errance au sens où, d'une nuit à l'autre, vous n'allez jamais la retrouver exactement au même endroit. Elle s'est déplacée parmi les étoiles. Le fait que la voûte céleste constitue une sphère des fixes, la sphère des étoiles fixes, constitue cette voûte céleste, évidemment, en repère privilégié pour observer tous les autres astres qui se déplacent par rapport à cette voûte céleste. Eh bien, notez bien précisément, une fois que vous êtes capable de la repérer, notez bien précisément l'emplacement de telle ou telle planète dans le ciel nocturne. Eh bien, vous vous apercevrez que la nuit suivante, elle n'est plus exactement au même endroit par rapport aux étoiles relativement auxquelles vous aviez situé cette planète. Alors, comment reconnaît-on une planète? Et pour l'instant, je n'en propose pas de définition physique. Je ne vous dis pas ce qu'est une planète, de quoi elle est constituée, quelle est sa taille, quels sont ses composants, etc. Non, à quoi est-ce qu'on la reconnaît? Une planète se reconnaît dans le ciel au fait d'abord au fait qu'elle est en général quand même assez brillante, au moins pour les plus remarquables d'entre elles, les plus souvent observées. Vénus est, après le Soleil et la Lune, l'astre de loin le plus brillant du ciel. Sa brillance, son éclat, sa magnitude, pour utiliser le terme astronomique précis, est variable. Vénus n'est pas, d'une saison à l'autre, d'un moment à l'autre de l'année, n'a pas toujours le même éclat. Elle peut être beaucoup plus brillante à certains moments, vous l'avez peut-être remarqué, qu'à d'autres. Cette planète Vénus, donc, est la plus brillante du ciel de toutes les planètes, plus brillante que toutes les étoiles, et la troisième dans l'ordre de l'éclat, après le Soleil et la Lune. Vous avez ensuite Jupiter, qui est aussi un astre très brillant, plus brillant que toutes les étoiles, ensuite Saturne, ensuite Mars. Alors, pendant longtemps, on n'a pas pu voir à l'œil nu d'autres planètes que la Lune, qui est une planète aussi, puisque c'est un astre errant. Alors, en général, on ne compte pas le Soleil parmi les planètes. Mais quand je parle de planètes, il faut oublier l'image que vous avez du système solaire avec les planètes tournant autour du Soleil, ce qui n'est pas le cas de la Lune, vous le savez, parce que vous en savez quand même, je pense, assez en astronomie, ou alors vous êtes irrécupérable pour savoir que la Lune tourne autour de la Terre et pas du côté du Soleil, et pas autour du Soleil. Donc, les planètes sont la Lune, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, il y en a une autre qu'on peut voir à l'œil nu, mais elle est nettement difficile à voir, elle est beaucoup plus difficile à voir, c'est Mercure.
Mercure est difficile à voir. Alors, voilà ce que sont ces fameuses astres errants. Alors en fait, là, il faudrait entrer dans des détails. Et dire, par exemple, que une planète comme Vénus n'est jamais visible que dans la proximité du Soleil. Elle est plus ou moins proche du Soleil, mais elle est toujours dans la région du Soleil, couchant ou levant. Bien entendu, il arrive qu'elle soit si proche du Soleil que vous ne pouvez pas la voir parce que le Soleil en occulte la lumière. On observe Vénus le soir au couchant dans les lueurs du couchant ou le matin au levant dans les lueurs du levant. On a d'ailleurs mis un certain temps à s'apercevoir que c'était le même astre qu'on voyait le soir ou le matin. On parlait d'étoiles du soir et d'étoiles du matin. On a parlé aussi, vous le savez, vous connaissez l'expression d'étoiles du berger, mais ces étoiles, c'est ce qu'on appelait étoiles du matin, étoiles du soir, étoiles du berger. C'est une planète, Vénus, dont il n'a pas été tout de suite évident qu'elle était à des heures aussi différentes de la nuit, qu'elle était le même astre. Mercure est aussi toujours à proximité du Soleil, mais beaucoup plus près du Soleil, ce qui fait que son observation à l'œil nu est extrêmement délicate. Il est très difficile de voir Mercure à l'œil nu. En revanche, des planètes comme Mars, comme Jupiter et comme Saturne se voient, elles, en pleine nuit. Elles se voient en pleine nuit. Elles peuvent se voir aussi dans le couchant ou dans le levant, mais elles se voient très aisément en pleine nuit, lorsque le soleil est complètement couché, au cœur de la nuit, et elles se distinguent les unes des autres. Alors là, d'une part par leur éclat qui demeure supérieur à celui de beaucoup d'étoiles, et même de toutes pour Jupiter, par leur éclat, et surtout, une planète se reconnaît au fait que son éclat est fixe. Elle ne scintille pas. Les étoiles scintillent. Alors, les étoiles scintillent plus ou moins selon l'état de l'atmosphère. Elles scintillent davantage, par exemple, quand il y a du vent. Mais ce qui veut dire que leur scintillement ne vient pas des étoiles. Le scintillement ne vient pas des étoiles, le scintillement il vient de l'atmosphère. Elles scintillent, les étoiles scintillent, les planètes ont un éclat fixe. Il peut leur arriver de scintiller un tout petit peu quand l'atmosphère est spécialement perturbée. Mais les étoiles scintillent, les planètes ont un éclat fixe, et ça permet très rapidement, très vite, de les distinguer. Par ailleurs, si vous vous intéressez d'un peu près au ciel étoilé, eh bien, il ne vous échappera pas que les planètes qui se déplacent dans le ciel de nuit, en nuit par rapport aux étoiles fixes, le font suffisamment lentement pour que vous soyez assuré de retrouver chaque nuit la planète à peu près au même endroit où vous l'avez laissée la veille. Quelqu'un qui s'intéresse, même pas en astronome amateur, mais même simplement qui a un certain goût pour le ciel étoilé, sait à chaque saison où se trouvent Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà. Alors, il y a d'autres objets qui traversent le ciel en mouvement, des comètes, par exemple, qui se déplacent par rapport aux étoiles, mais qui n'appartiennent pas à la catégorie de ce qu'on appelle les planètes. Ce sont ce qu'on appelle des météores. C'est un mot qui vient du grec et qui signifie à ce qui se passe dans l'atmosphère. J'en ai déjà parlé un petit peu. Et pendant longtemps, on a cru que les comètes étaient des phénomènes atmosphériques, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en vérité, elles venaient de fort loin et qu'elles repartaient fort loin et qu'elles n'avaient rien à voir avec ni les nuages, ni la pluie, ni le tonnerre, ni les éclairs, ni les aurores boréales. Alors maintenant, ensuite, il va falloir parler, disons toujours dans le cadre du mouvement des planètes, il va falloir parler de leur mouvement annuel. Et là, on va voir les choses se compliquer sérieusement. Il va falloir introduire une notion nouvelle que j'introduirai lors de la prochaine séance, qui est la notion astronomique extrêmement importante de zodiaque. Autant l'astrologie qui se fonde sur les signes du zodiaque ne vaut pas tripette, autant la notion de zodiaque est une notion astronomique absolument fondamentale qu'il faut connaître et sur laquelle d'ailleurs vous pouvez vous documenter en consultant un
nombre de sites Internet sur lesquels vous bénéficierez d'animation. Alors ça, c'est le grand défaut du cours que je fais, c'est que je ne me suis jamais servi de PowerPoint pour des raisons qui sont pour les 3/4 mauvaises et pour 1/4 bonnes, parce que je crois qu'il y a de bonnes raisons de se tenir à l'écart de PowerPoint, mais les raisons pour lesquelles je m'en tiens à l'écart sont mauvaises, elles tiennent à mon âge, j'ai jamais eu l'habitude, j'ai jamais appris. Il faudrait investir, je devrais, je pourrais, je ne dis pas que je ne le ferai pas, pour l'instant je ne l'ai pas fait, ce qui fait que je vous renvoie à Internet. Vous trouverez très facilement, ne serait-ce qu'à partir de Wikipédia, des schémas, des croquis, des animations qui vous permettront de comprendre dont il retourne dans nombre de concepts astronomiques. Voilà, j'avoue cette lacune, cette insuffisance, cet art du cours que je fais. Donc, il reste un cours de philosophie, mais dont j'admets pour le sujet que nous traitons en ce moment, qui n'est ni la liberté, ni l'État, ni la société, ni Dieu, que quelques figures, quelques schémas et même quelques animations ne seraient pas du luxe. Et donc là, je termine cette séance par un mea culpa en vous disant à la séance prochaine. Je vous remercie.